Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Ah, je me suis un petit peu chié là sur le jingle. Là, j'ai été un peu pris au dépourvu. J'avais oublié que ça prenait tout de suite comme ça. Donc je tenais à prévenir, hein, mais bienvenue, bonsoir, bonjour à Bonsoir tout le tous. monde, hein, tous ceux qui nous écoutent. Et désolé pour ce jingle, mais c'est une reprise en même temps, hein, n'est-ce pas, Ça fait n'est-ce pas, Charlie? longtemps, c'est ça, c'est la reprise. Hein, On en chie un petit peu, quoi. Est-ce que tu peux juste par contre mettre ta caméra? Parce que Non, vous pouvez pas nous voir, vous pouvez que nous entendre, mais nous pendant ce temps-là, pour essayer de garder le plus de naturel possible, disons, bien sûr. Mhm. on essaie de Alors, se voir. d'accord, donc parfait. Est-ce que toi, du coup, tu peux couper ta caméra? je, je sens que je vais gagner en naturel. Medwin, t'avais une idée déjà, je crois, pour Non, démarrer. absolument pas. Voilà, Ce nouvel épisode. voilà, c'était juste pour te le dire. Non, non, effectivement, j'avais une petite idée. Mais après, voilà, c'est savoir effectivement, par exemple, il y a certains termes qu'on connaît tous, mais qui au final, les définitions changent en fonction des personnes, sans forcément qu'elles se rendent compte. Par exemple, tu demandes à quelqu'un, je dirais, ce que c'est qu'un bidet. En fonction de l'époque, on va pas te répondre la même chose. Mais je te rassure tout de suite, ce n'est pas ce genre de questions que je voulais te poser, mais un petit peu plus Pour profond. expliquer un peu le fonctionnement de l'idée maîtresse que tu as. Voilà, c'est la mise en abîme un petit peu. Euh, En gros, le premier mot que je te propose de me donner ta définition, et après tu me donneras évidemment... Enfin non, je te donnerai la mienne, bien sûr. Ouais. Puis non, après tu fermes ta gueule, quoi. Non, en gros, donc la première question que je te pose, c'est pour toi, Charlie, qu'est-ce que c'est que la définition, attention, roulement de tambour, qu'est-ce que c'est pour toi, sincèrement, qu'un héros? Elle est pas innocente ta question. Non. Ou oui, non parce que oh la vache. Qu'est-ce que c'est que... Ouais, mais en fait moi ça prend deux podcasts pour que je réponde à cette question-là déjà. Ah non, Moi. non, 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 moi je te demande par exemple, En mode définition, pas explication quoi. voilà, c'est-à-dire que t'es en communication avec quelqu'un ou pas, hein, tu discutes, ou mieux, t'as quelqu'un que t'aimes bien qui discute avec quelqu'un d'autre que t'aimes pas, et ce quelqu'un que t'aimes pas commence à donner une définition bien foireuse du terme héros, mais le truc bien conventionnel à la con, et là t'as envie de lui faire fermer sa gueule gentiment, et là tu donnes ta vision ultra éclairée en quelques mots simples et bien choisis. Rappelle-toi qu'il faut lui faire mouche direct le gars, quoi. Euh, j'ai le droit d'en donner deux définitions. Bah, le mec, entre les deux, il a le droit de te cracher la gueule, du coup, mais tu peux tenter. Je veux Bah dire, si la première est vachement bien et que le mec, du coup, il est bouche bée, tu peux en tenter une derrière, tu sais, l'assommoir, tu sais, le coup derrière, le mec, il pense que c'est fini. alors je dirais qu'en fait pour moi héros, un héros c'est quelqu'un qui va à travers euh, l'acceptation d'une acceptation d'une aventure. Euh, après, bon, voilà, on pourrait donner une définition du mot aventure, mais bon, on estime qu'il est connu. D'après l'acceptation d'une aventure, va passer d'une condition humaine à une autre. Qui va passer d'une condition humaine à une autre. C'est ça. Oui, mais alors là, du coup, dans ta définition du héros, il n'y a pas de notion de positif. Mhm. C'est pour ça que je voulais donner deux comment dire, définitions. Et D'accord. elle est positive pour moi, euh, c'est ce qui est dans aventure en fait. Quand tu définis aventure, c'est forcément positif, et que du coup, le héros qui traite une aventure est en soi donc quelqu'un forcément de positif. Voilà. Positif. Donc pour toi, le héros est soit celui qui va progresser pour passer d'un point A à un point B dans une histoire, on va dire, avec une réelle progression, soit un mec profondément positif, en fait. Euh, je sais pas comment dire. Euh, Là, tu me demandes en fait si le mec. Bah, répète-moi ta question là en fait, excuse-moi. En gros, non, alors c'était deux questions en une. C'est qu'en fait, tu me donnais deux définitions et ma question, qui était un petit peu tordue, je l'admets,
En fait, je te demandais si pour toi, un héros était fondamentalement soit un mec qui passe d'un point A à un point B, qui a une progression par rapport à lui-même, positif ou négatif, ou soit un mec profondément bon, tu vois. Et dans ma question, en fait, il y avait déjà, est-ce que pour toi, il y a c'est obligatoirement cette distinction, et que est-ce que du coup pour toi, il n'est pas impossible que ce soit les deux en un, enfin que ce soit les deux imbriqués en un, quoi. C'est très ambigu quand même, cette double question que tu me mets, parce que profondément bon, ça j'y crois pas. Profondément bon, enfin pas comme ça. C'est un peu délicat et c'est pas uniquement passer d'un point A à un point B. D'accord. Toi et Donc toi? j'ai tout faux. Donc. Non, 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 mais très Je bien. dirais pas Non. ça, non, t'as pas tout faux, mais ouais. Après, il faut Ouais, définir le mot aventure, comme je disais. ouais, Ou voilà. alors, ma deuxième définition que j'aurais donnée, c'est la définition très, comment dire, euh, j'allais dire très simpliste et presque binaire de la définition du héros. C'est tout simplement quelqu'un qui euh, va donner, va être capable de donner sa vie Ouais, voilà. au service comment dire, de quelque chose de bien, quoi, d'une cause, ou Bah, pour sauver quelqu'un, ou pour et ben justement, c'est sauver une une très bonne idée. transition parce que c'est en partie justement la vision avec laquelle je vois le héros. C'est que pour moi, pour résumer en une phrase accrocheur, enfin accrocheuse, excuse-moi, en gros pour moi, un héros, c'est un martyr qui a des balls. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, le martyr, c'est celui qui est prêt à donner sa vie et limite qui a envie de donner sa vie pour une cause. La plupart du temps, ça va être religieux, mais ça peut être pour d'autres cas de figure, bien évidemment. Il peut y avoir des martyrs non religieux, mais au bout d'un moment, on l'oublie. Mais pour moi, le héros, la différence avec le martyr, c'est que le héros, il a l'adrénaline, il a la puissance en lui pour ne pas faire en sorte que la mort ne soit une fin en soi, mais ce soit dans l'aboutissement de quelque chose. Ouais. Et qu'au final, un héros peut mourir, un héros peut survivre, mais en tout cas, dans les deux cas de figure, il était prêt à mourir, tu Mhm. vois. Et pour défendre quelqu'un, défendre une cause, des fois, c'est un héros peut être un héros en se défendant lui-même, mais parce qu'au final, enfin, des fois, la quête de survie peut devenir héroïque dans un sens, tu veux. Il est prêt en fait à donner sa vie pour sa vie. C'est peut-être con, mais en fait, c'est un petit peu comme le mec qui va faire face au prédateur et qui va dire, je vais te mettre sur la gueule parce que oui, il y a des chances que je crève, mais là, j'ai envie de me dire que je préfère provoquer la mort plutôt que de la subir et en la provoquant, il y a peut-être une chance que j'y passe pas, tu vois. C'est ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Ce truc de don complet de la vie. En fait, il y a deux trucs pour moi qui y fait référence de manière euh, juste très explicative. En fait, pour moi, c'est vraiment les deux manières que j'aurais d'expliquer ça. C'est d'abord Martin Luther King. Et de deux, attention, donc peut y avoir du spoil, hein, c'est V pour Vendetta. Oui. Martin Luther King, il avait une citation qui était quand même Alors, hyper, je reste hyper, relatif pour V pour Vendetta, mais je te laisse terminer et je reprendrai après, hein. d'accord. Euh, Martin Luther King avait une citation, au mot exact, je la connais pas, mais c'était vraiment hyper trash, quoi, presque. Il disait Mhm. que toute personne qui n'était pas prête à mourir pour une cause ne méritait pas de vivre. Oui. Oui, oui, je me Bah, rappelle. Ouais, ça fait c'est mal, ça. double kick, ça. C'est. Mais oui, c'est. Et T'es pour sûr V, t'es sûr qu'elle était aussi absolue, cette phrase-là? je crois, C'était pas celui qui n'a jamais eu, enfin merde, c'est celui qui n'a jamais été prêt à se sacrifier pour quelque chose, n'a jamais vécu ou quelque chose comme ça? bah vas-y, remplis un peu le vide, je vais regarder si tu veux. Ok, alors je vais remplir le vide. Alors, le vide. Le vide est quelque chose qui fascine, mais qui en même temps terrifie. Parce que le vide, tout le monde arrive à se l'imaginer, alors qu'au final, ce n'est rien. C'est-à-dire que même ce qu'on imagine être le vide est quelque chose. Car lorsque les gens imaginent un vide, ils imaginent un trou. Mais un trou est quelque chose de fini en soi, sauf un trou sans fond. Mais là, encore une fois, l'esprit n'est pas capable de le matérialiser parce qu'il sera obligé de mettre des parois sur les côtés. Et donc, le vide ne peut pas être pris en compte par l'homme, car même si l'homme peut imaginer une trajectoire infinie en ligne droite,
sa vision lui forcera à voir des côtés finis, et ça, c'est quand même moche. Voilà. Mais Il en a quand même sinon, beaucoup. le vide... Non, il me reste encore combien de secondes pour combler le vide, là? Bon, je sais pas, on regarde encore quelques secondes, ouais, 30 secondes. Donc, Ah, ça y est, je l'ai. le vide. Donc en fait, c'est la traduction, bien sûr traduite, c'est tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. Moi j'ai entendu une autre traduction qui était plus Oh putain, il y avait le mot bide dedans. mais euh, donc voilà, celle-là quand même plus correcte. Oui, C'est sûr que oui, tu peux vraiment commencer à vivre le jour où tu as trouvé quelque chose pour lequel tu es prêt à mourir. oui, voilà. Et justement, voilà, c'est pour ça que je disais V pour Vendetta, c'est exactement un des points que ça illustre, hein. Alors voilà, alors moi justement ce que je voulais te dire, c'est que V pour Vendetta, moi ce qui me plaisait, c'est que justement pour une fois, ce n'était pas une histoire de héros, mais une histoire de vengeance. Parce qu'au final, même s'il transcende sa vengeance au point d'en faire quelque chose d'extrêmement créatif et de quelque chose de positif, entre guillemets, Mais lui, en tant que personnage, n'a jamais perdu le attention, fil comme quoi c'était une vengeance. excuse-moi, mais V pour Vendetta n'est pas un héros. Ah oui, bien sûr. Il Bah n'est alors pas, pourquoi tu l'as cité en héros alors? je parle du film V pour Vendetta. Bien sûr, d'accord. Je parle de Ivy. Ivy, elle, c'est une héroïne. Ah oui, elle, c'est une héroïne. Oui, oui. Par contre, oui, parce qu'elle est prête à Enfin, donner sa bon, vie. d'un Oui, oui, non, certain sens, V pour Vendetta est un héros, mais c'est surtout le dessinateur. C'est celui qui montre le chemin au héros. Lui, il a son aventure héroïque, mais elle est racontée dedans comme étant passée. Le film, par contre, raconte l'histoire, enfin l'histoire raconte Ivy. bah oui, bien sûr. On est d'accord. Car ceux qui auront lu d'ailleurs les V pour Vendetta sauront que Ivy n'est juste qu'un personnage parmi d'autres de tous les personnages annexes de Vi. Et effectivement, Vi et Ivy, c'est un passage qui est tellement important que il y a probablement c'était le meilleur personnage à prendre. Mais personnellement, je pense que l'ami masculin de V aurait été très 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 intéressant à prendre en compte aussi parce que c'est celui qui, dans la BD, fait tout pour essayer de le faire revenir à la lumière entre guillemets et c'est celui qui au final est là au dernier moment aussi et tout et c'est dommage que ça tourne pas un peu plus autour de lui. Mais bon, après on va pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu la BD. Donc voilà. Donc ça c'est intéressant. Mais moi ça me plaît pas mal. Donc du coup, à la rigueur, pour enchaîner, toujours rester sur le thème de l'héroïsme, une question qui me taraude en ce moment, c'est... Alors attention, n'allez pas vous méprendre sur les choses, mais quelle est la différence entre un héros révolutionnaire et un terroriste? En fait, tu poses la question. Tu voudrais que par exemple moi j'y réponde là, comme ça? Ah bah, je te pose la question en même temps que tout le monde. Bon, il s'avère que là, t'es le seul que si tu réponds devant ton écran, je pourrais te répondre. C'est vrai que les autres, ils auront l'air cons parce qu'ils verront qu'on discute et qu'on les écoute pas. Mais oui, du coup, voilà. Parce que moi, c'est une question que Euh, je me pose. Tu vois, par moment, je trouve que la limite est tellement mince que j'ai l'impression qu'elle est même pas mince, elle est à moitié dentelée. C'est-à-dire que c'est pas c'est bizarre. Bah, enfin, pour moi, il y a pas d'équivoque. Un mec qui soit révolutionnaire, qui ait des bonnes idées ou qui fasse n'importe quoi, à partir du moment où il fait un acte terroriste, c'est un terroriste. Pour moi, c'est Alors, ça. qu'est-ce que l'acte terroriste, du coup? Bah oui, bah l'acte terroriste, voilà, c'est comment dire, c'est euh, c'est la destruction, quoi. C'est la Bien sûr, hein. destruction de vie ou
Mm. ou la destruction d'une manière aussi bête que ce soit, parce que ça peut être justement juste la destruction de structures, ça fait peut-être que c'est des structures dans lesquelles les gens viennent travailler, donc ils perdent leur travail, et du coup, ils perdent un petit peu, bah voilà, c'est destructif. Mm. Mais alors du coup, là, je vais reprendre un exemple flagrant de l'histoire française. Après, bon, la plupart des gens ont plutôt un aspect positif de cet événement. Bon, après, c'est plus discutable pour certaines autres personnes, mais on va prendre la Révolution française, par exemple. Lorsqu'il s'est passé la Révolution française, enfin plus la Révolution parisienne au final, il y a eu violence, il y a eu destruction, il y a eu acte de terrorisme. Et pourtant, l'histoire en retient que c'était des révolutionnaires, que c'était des héros, qu'ils ont fait ça pour le bien de la patrie. Au final, moi, c'est super triste, hein, la vision que j'en ai malheureusement, mais pour moi, j'ai l'impression que entre héros révolutionnaires et terroristes, la seule différence, c'est qui écrit derrière comment ça s'est passé, tu vois. C'est-à-dire qu'en C'est fonction du c'est- camp c'est- dans c'est lequel pas, c'est t'es, pas tout peut complètement faux, parce passer. que m'a traversé l'esprit au début où tu as posé la question, j'allais te dire que la différence entre les deux, il n'y en avait pas. C'est-à-dire que le révolutionnaire, c'était celui que t'aimais bien, et le terroriste, Bah c'était celui voilà, que t'aimais pas. J'ai exactement, failli dire exactement. ça au début, je me suis Et oui, dit, parce que c'est comme ça que je le vois aussi. Parce qu'au final, tu te rends compte que au moment de la Révolution française, pour toute la royauté, les nobles et tout ça, c'était tous des terroristes. Quand tu vois par exemple ce qui se passait en Syrie, en Libye, tout ça, à chaque fois, ceux qui sont contre le pouvoir, on dit que c'est des terroristes. Et au final, une fois que c'est fait, c'était des révolutionnaires. Et quand tu regardes ce qui se passe en Ukraine là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'en gros, les Russes disent qu'il faut faire gaffe parce qu'il y a plein de terroristes en Ukraine qui sont là pour essayer de foutre la merde, mais en même temps, tu as l'Europe qui dit qu'il y a plein de terroristes en Russie pour essayer de foutre la merde en Ukraine. Au final, tu te rends compte que le terme, il change juste en fonction du belligérant. Et ouais. donc, voilà, au final, voilà, est-ce Euh, qu'au final, l'humanité ne fonctionne pas que dans le sang et les larmes? C'est hmm. triste. Après, j'aimerais bien qu'on fasse quand même attention de pas aller justement trop sur moi les sujets que je voulais pas trop qu'on aborde, c'est de simplement commencer à dire tous les deux ce qu'on pense, plus ou moins, Ah, des problèmes de société, etc. Parce que moi, dans ces cas-là, bah voilà, l'Ukraine, j'y connais rien, l'histoire de la hum. Révolution, j'y connais rien, et c'est des sujets que même si j'y connaissais quelque chose, je crois que j'aurais pas envie de dire ce que j'en pense. Ouais, Euh, je pense qu'il faut vraiment être un historien, des experts de historiens pour pouvoir commencer à dire et à en parler, je pense. ah C'est oui, pour puis ça que... j'irais même jusqu'à dire que pour avoir une vision plus ou moins objective, et encore, je pense que personne n'arrivera jamais à avoir une vision objective, mais par exemple, pour analyser ce qui se passe en ce moment, il faudra voir ça dans 50 ou 100 ans, quand il y aura tellement d'eau qui sera passée sous les ponts que tout le monde saura tout sous le manteau et que les gens commenceront à dire ouais, mais on sait tous que ça se passait comme ça, et puis voilà quoi. Mais alors, moi, du coup, je vais traverser là un petit peu la question pour rester sur le thème que tu voulais mettre au début de définition de termes connus de tous les jours. Je sais Oui, pas si tu en avais d'autres, alors, mais moi, je t'aurais bien retourné celui de, vu qu'on y touchait un petit peu tout à l'heure, vas-y, de retourne-moi, retourne-moi. aventure. Aventure. Ah Qu'est-ce que ouais. c'est que une aventure? Pour moi, une aventure, c'est une contrainte. À la base, l'aventure, c'est une contrainte qui pousse la personne qui subit ou qui vit l'aventure à quitter sa vie, ou du moins son quotidien, et faire quelque chose que jamais il n'aurait cru soit se sentir capable de faire, soit possible de faire, parce que soit on lui en donne l'ordre, soit on le met dans une position où il ne peut pas refuser. Mais pour moi, l'aventure, c'est vraiment quelque chose qui, à la base, est forcé. Parce que si la personne part de lui-même et fait les choses, effectivement, c'est une quête, c'est quelque chose de très fort, mais ce n'est pas une aventure. Pour moi, l'aventure, c'est vraiment, comme certains disaient, pour expliquer comment bien raconter les histoires, il faut que le héros de ton aventure, au tout début de l'aventure, il n'ait pas du tout envie de se barrer de chez lui. Il faut Mhm. qu'il soit bien, le mec. Tu sais, il va chercher ses courses et il rentre chez lui, et boum, il arrive un truc.
À quel moment commence une aventure? À quel moment, en fait, une aventure comment dire, euh, euh, quelle est l'étincelle de départ qui va dire que ce mec-là, il va vivre une aventure? Alors là, moi, ça va être très triste la vision que j'en ai. Mhm. C'est que pour moi, l'aventure commence à partir du moment où le choix se retrouve posé. Pas au moment où la personne y répond, au moment où le choix est posé. Parce que s'il y répond favorablement, il part dans l'aventure en tant que protagoniste actif de l'aventure. Mhm. S'il refuse, il passe à côté. Mais comme je te l'ai dit, une véritable aventure, c'est quelque chose qui s'impose à toi parce que de toute façon, tout ton quotidien en est ébranlé. Donc la personne qui va refuser cette aventure, elle va rester avec tout cet univers ébranlé, sauf que là, dans ce cas précis, elle ne pourra jamais avoir la concrétisation de ce parcours. Parce que tout son quotidien et son environnement aura été ébranlé sans que du coup il devienne actif, il deviendra passif par rapport à ça. Et ça donne justement ce qu'on peut donner, enfin ça donne ce qu'on appelle les victimes, quoi. C'est ceux qui subissent, qui ont véritablement subi des choses graves, mais qui du coup ne sont pas devenus acteurs derrière. Ils sont restés observateurs, donc victimes. Mhm. Et c'est une autre aventure aussi, mais funeste, quoi. Voilà. Et donc toi, plus gai. je, mais je t'en prie, mais mon Dieu, je te t'en pas. Appelle-moi Euh, Max. euh, moi, ça commence en fait pour moi. Parce qu'en fait, pour moi, je considère qu'il y a quand même plusieurs sortes d'aventures. T'as effectivement l'aventure où t'es forcé d'aller, qui correspond vraiment à une contrainte. Et t'as l'aventure que toi-même tu te dessines et que tu te dis putain la vache, je sais qu'il faut que je fasse ça, je le sens que c'est Mhm. vers là que se dessine pour moi un futur. Et ça n'empêche pas que tu as quand même le refus de l'appel de l'aventure. Même quand on sait qu'on a envie et qu'on n'est pas forcé, c'est qu'une aventure qu'on va choisir tout seul, au moment où comment dire, on articule le départ de l'aventure, on n'a pas envie d'y aller. Il y a quand même le refus. Il y a quand même de toute façon, on a peur Oui, de quitter notre zone de confort, notre zone, le monde ordinaire pour aller dans le monde dit extraordinaire, quoi. bien sûr. Et pour moi, je pense que quoi qu'il en soit, donc pour beaucoup des aventures, donc pour moi les aventures qui m'intéressent le plus, je trouve que c'est justement les aventures décidées, pas celles où on est poussé, parce que on en a plus beaucoup maintenant des aventures comme ça. Ça correspond plus au schéma d'aventure de notre temps. C'est plutôt dans les temps passés, quand il y avait Oui. très peu de chemins aventureux possibles. Là, avant, on avait quand même des aventures à l'époque médiévale, voilà, c'était forcé. On imagine tous à quoi je fais allusion, je crois. Plus tard, à notre époque, on a eu encore des aventures dans les villages où il y avait vraiment, en chaque soi, c'est chaque domaine correspondait à des aventures, en quelque sorte. Mhm. Et le service militaire était une aventure en soi, comme tu dis, Oui, une contrainte, oui, quelque oui. chose qui a été forcé, tu passes à quelque chose que tu connais à quelque chose que tu connais pas. Mais aujourd'hui, c'est tellement le bordel, enfin tellement le melting pot, c'est tellement de tout, et que chaque être, à mon avis, va devenir le héros d'une quête qui n'a jamais été faite avant, dans tous les cas. Et on commence à en voir, hein, de toute façon, des quêtes de ce genre. Et pour moi, ça commence le jour où le héros, donc qui est destiné à être héros, se pose des questions. Ça Oui. commence le premier jour où le mec se pose des questions à se dire est-ce que je trouve que c'est normal ça? Est-ce que finalement, là comme je vis aujourd'hui, est-ce que ça me paraît normal? Est-ce que vraiment ça me plaît? Est-ce que, Mhm. voilà, tac. Et tiens, cette condition il commence à se poser des questions, justement, je te disais, de passer d'une condition humaine à une autre, il se pose des questions sur sa condition humaine. Il pose merde. Tu vois, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me convient? Et ce jour-là, il devient héros. Et au fur et à mesure, du coup, par ces questionnements, se développe comment dire, des, euh, des envies particulières et un trajet d'aventure possible.
D'accord. Et jusqu'au moment où il se dit, putain la vache, ok, j'ai pris conscience du truc, machin, il me reste plus qu'à à changer de conditions humaines et puis partir pour cette aventure. Mais alors du coup, je vais te poser une question. Mhm. On va prendre l'exemple de Batman. Ok. Selon ma définition, l'aventure de Batman a commencé à la mort de ses parents. Ouais. Selon ta définition, l'aventure de Batman a commencé après son premier retour à Gotham City, où il décide au tout début juste de se venger, et au final de devenir Batman. Donc selon toi, l'aventure de Batman commence au moment où lui se questionne sur sa vie et prend la décision de devenir le héros. Non, parce que Batman, il a été poussé dans son aventure. Hmm, Il a été, ça correspond pas à l'aventure que dont moi je fais allusion. Il a oui. été poussé dans son aventure. Mais là, ce qui est intéressant avec Batman, et ce qui est intéressant avec beaucoup d'héros du style justement des DC Comics ou des Marvel, Mhm. c'est la définition de l'héroïsme. On dit que on est prêt à vivre on est prêt à vivre l'aventure. Attends, merde, j'arrive pas à parler. Quelle est ma phrase? On est prêt à vivre. On est euh, uniquement prêt à vivre l'aventure auquel on est destiné. c'est ça. Merci. Ouais, ouais, non, je vois exactement ce que tu veux dire et je trouve ça très très beau. C'est parce que ce gamin-là, il Devait avait, être Batman. il avait le cran de pouvoir survivre d'une manière constructive la mort de ses parents. Parce que ce gamin était destiné en soi, au niveau de ses gènes, à être capable d'avoir la créativité, l'imagination et un amour particulier justement pour la nuit et ses créatures, que cette aventure-là, qui était presque déjà existante en une dimension presque, comment dire, euh, euh, spirituelle Oui, ou le chemin était déjà tracé, quoi. d'un autre niveau dimensionnel tout simplement, Mhm. que finalement il est devenu Batman. Alors là, du coup, moi, je suis pas trop d'accord avec ton point de vue pour une raison toute simple. 2 secondes. Autant pour moi. Pour moi, je suis pas. Moi, justement, ce qui me plaît dans l'histoire du héros, c'est le vilain, c'est le méchant. Parce que pour moi, le méchant, il avait tout pour être héros. Et c'est juste les choix qu'il a fait qui fait qu'il est devenu vilain. Je m'explique. Pour moi, un véritable héros, c'est celui qui, au final, se retrouve dans une situation, effectivement, qui le contraint à faire des choses, sauf qu'il les fait de la bonne façon. Tu vois? Le vilain, il va être contraint par les mêmes choses, et lui, il va s'y prendre de la manière la plus primaire possible. C'est-à-dire qu'il va le faire sans prendre en compte la morale, ni, on va dire, les convictions, ni le respect des autres, quoi. Et surtout, le respect des faibles. Parce que c'est ça la grande différence entre le héros et le vilain. Et donc, du coup, ta vision du fait que le héros est quelque part prédestiné à être héros, fait que le vilain était prédestiné à être vilain. Sauf que pour moi, justement, un bon méchant, justement, enfin, les bons méchants face aux héros, étaient ceux qui étaient destinés à être des héros. Je prends en exemple Lex Luthor, je prends en exemple le Joker, par exemple, ou Black Sad, pour rester sur... pas Black Sad, Black Mask, pour rester sur Batman. C'était des personnages qui avaient tout pour être des héros parce qu'ils avaient le potentiel de changer les choses en bien. Et ils décident juste, au lieu de changer les choses en bien, de conserver cet univers malsain auquel ils sont confrontés, et au lieu de se battre contre cet univers et le rendre positif, vont essayer de dominer cet univers. C'est-à-dire qu'en Mm. gros, c'est exactement le même principe que face en fait au problème, le héros face au problème va tout faire pour essayer de résoudre le problème. Le méchant face au problème va tout faire pour dominer le problème. Et donc, au final, c'est là que toute la dimension des personnages est super intéressante. Et c'est pour ça que j'adore les personnages de méchants très très bien ficelés. Et pour moi, un héros
un héros crédible, une histoire de héros crédible ne l'est que si le méchant l'est aussi, quoi. Parce que Mm. justement, pour moi, il faut qu'il y ait ce parcours-là. Non, mais complètement. Bah, c'est Hitchcock qui disait de toute façon la qualité d'une aventure, enfin d'un film, ne se définit que par la qualité de son méchant, quoi. Et son Hum. réalisme et son. Hmm. Et donc voilà, pour moi, un bon méchant, c'est un personnage qui, en d'autres que circonstances, dans des réalités parallèles où tu modifies un tout petit détail, c'est eux le héros de l'histoire. Tu peux me citer quelques, pour toi, sont dans les aventures des films ou n'importe quoi, Mhm. quelques bons méchants, ou un ou deux peut-être même juste, mais Alors expliquer pourquoi, d'après ouais, toi, ce sont de bons méchants. alors moi, un des meilleurs méchants, enfin un de ceux que je préfère le plus, évidemment, c'est le Joker. Premièrement parce que j'adorais les versions cinématographiques et du coup ça m'a fait aimer le personnage et après plus je creusais le personnage, plus il me fascinait. Le Joker, c'est un personnage qui au final n'a aucun passé. Ça veut dire que dans toutes les versions de Batman, même celle où c'est lui qui a abattu les parents de Bruce Wayne, on se rend compte que c'est un personnage totalement insignifiant qui vivait complètement dans cet univers-là, qui a eu exactement la même vision que Batman sur Gotham City. C'est ça sent pas bon. Tout ça, c'est qu'une grande supercherie. Et il faut que de la poudre aux yeux pour en faire n'importe quoi, tellement que c'est corrompu et tellement qu'il n'y a plus aucune humanité dans Gotham City. Batman décide de se battre contre ça. Le Joker décide de confronter les habitants de Gotham à leurs propres conneries, entre guillemets. C'est-à-dire que le Joker ne veut pas conquérir Gotham. C'est-à-dire que même à chaque fois que le Joker s'autoproclame roi de Gotham City, c'est en grande partie pour insulter Gotham City. C'est-à-dire que lui, il a une haine de ce système qui l'a engendré au final, parce qu'il est devenu comme ça face à ce système. Et du coup, il décide d'en être une grande farce. Et c'est comme le personnage du comédien dans les Watchmen. Et donc, au final, c'est des personnages qui, au final, sont d'une puissance redoutable parce qu'ils n'ont aucune limite. Ils n'ont aucune limite parce qu'ils n'ont rien à perdre, parce qu'ils avaient déjà tout perdu à la base. Comme Bruce Wayne, justement. Et au moment où Batman arrive dans la vie du Joker, c'est le souffle d'air parfait. C'est-à-dire que le Joker était déjà le Joker et des années avant que Bruce Wayne porte le masque. C'est juste qu'il n'avait pas tout ce côté Joker. C'est-à-dire que c'était Jack Napier et il était déjà comme ça. C'est-à-dire qu'il profitait déjà de la ville telle Mhm. qu'elle était. Il était déjà le Joker. C'est juste que pour lui, la vie n'avait aucun goût. La vie était fade. Et d'un coup, Batman est arrivé. Un personnage qui transgresse tous les prérequis, tous les machins, et qui lui aussi met un gros coup de pied à cette institution en lui disant, regarde, t'es pas capable de nettoyer les rues, je suis obligé de le faire pour toi. Et du coup, le Joker face à Batman, qu'est-ce qu'il fait? Et ça, dès le premier épisode de comics où on voit le Joker, et même dans les films, ils n'arrêtent pas de rappeler cette chose la plus importante sur le Joker, c'est que le Joker est probablement le meilleur ami de Batman aux yeux du Joker, probablement. Oui. C'est que le Joker, pour lui, il se dit Batman, il idolâtre, il aime Batman, à mon avis, il aime viscéralement Batman. Mais vraiment, Non, pour mais lui, Batman est son âme ouais, sœur. Et je vois du ce que tu veux coup, dire. Ouais. au moment où il voit Batman, il se dit, il faut impérativement qu'en face, il y ait quelqu'un qui lui tienne vraiment le haut pour le Mais maintenir en haut. c'est hyper intéressant. Mais on dérive un Et peu trop sur Joker. là, tu me racontes qui est le Joker, mais Oui. du coup, je suis un peu paumé sur qu'est-ce qui fait, en gros, en quelques mots, peut-être, juste là maintenant, ce que tu nous as bien expliqué, Ouais. qu'est-ce qui fait que pour toi, tu le considères comme étant un bon méchant? Alors, pour moi, c'est un bon méchant C'est parce grosse il ne veut pas changer les choses. Il veut qu'elles restent telles qu'elles sont. Et c'est ça la grande définition du Joker par rapport à Batman. C'est que le Joker fait tout pour que les choses restent telles qu'elles sont parce qu'il est tellement bien dans ce monde dépravé, complètement, tellement absurde qu'au final tout est possible. Il y Et a un autre qu'un méchant qui ressemble un peu au Joker, qui aurait cette même caractéristique auquel tu pourrais penser?
Un autre méchant proche du Joker, En fait, Moriarty. Moriarty face à Sherlock Holmes. hmm. C'est exactement la même chose. Tu retires le côté loufoque du Joker, tu remplaces le côté loufoque par de la flegme, mais vraiment de la flegme, mais tout l'esprit tordu, tu le maintiens, et ça reste le même personnage. Et Moriarty, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Moriarty, c'est Sherlock Holmes. C'est vraiment, les deux sont pareils, les deux se font chier, les deux sont des intelligences supérieures, sauf que Moriarty ne veut pas que ça change. Parce que Moriarty est heureux de vivre dans un monde où la plupart des gens sont inférieurs à lui et que du coup il peut les manipuler comme des pantins. Et donc du coup, lui par contre, la grande différence entre Moriarty et le Joker, c'est que autant le Joker fera tout pour sauver la vie de Batman et que dès qu'il verra que Batman est en danger de mort, il sera le premier à se prendre une balle pour éviter que Batman meure parce qu'il aime Batman, Moriarty fera tout pour détruire jusqu'à la moindre petite parcelle d'ADN de Sherlock Holmes, parce que Sherlock Holmes représente le rouage qui ne s'imbrique pas dans la machinerie et qui peut tout faire sauter et qui peut justement faire progresser les choses et changer les choses. Et lui, il est contre ça, quoi. Et il est en même temps fasciné par Sherlock Holmes, mais en même temps, au plus profond de lui, il veut qu'il disparaisse. Et c'est ça la grande différence entre Moriarty et le Joker, c'est dans la vision de leur adversaire en fait. C'est que le Joker sait que s'il n'y a plus de Batman, il n'y a plus de Joker. Et c'est en fait ce qui est assez marrant, en fait, c'est vraiment le terme d'alter ego qui me vient à l'esprit dans les méchants que Mhm, t'aimes bien. C'est un méchant qui partage exactement la même extase d'un domaine d'action, mhm. et il a trouvé quelqu'un qui est aussi fort que lui dans ce C'est domaine, ça. C'est ça, ouais. et, Ouais, ouais. ça donne tout un sens et une excitation nouvelle dans la vie de ce méchant. Mhm. Et je vois qu'en fait c'est ça qui fait que c'est l'esprit du duel. C'est ça. Oui, c'est un petit peu le Goku Et c'est Vegeta, c'est- quoi. c'est un peu Oui. on s'en fout de tuer l'autre, on veut gagner au jeu. Oui, on veut être meilleur. On veut gagner au jeu qui nous, C'est qui nous, ça. qui nous fait. Il y a pas mal. Ça fait penser à un autre film comme ça où c'est un jeu, le mec s'en fout de battre l'autre, il veut juste le battre à son jeu, quoi. Comme ça, il y a pas. Oui, mais en tout cas, c'est des méchants qui reviennent de temps en temps. C'est une catégorie de méchants assez intéressant, ouais. Mhm, mhm. Bah, pour moi, c'est le plus intéressant parce que justement, ils ont rien à perdre. Mm. Non, non, c'est pas mal comme. C'est intéressant. Je revoyais l'autre fois deux, trois images comme ça de Psychose. Mhm, Et je voyais le méchant de Psychose. Je mhm. trouvais vraiment la scène où t'as le détective privé qui vient lui poser une tonne de questions. Je trouvais la scène vraiment géniale, quoi. La, les... Enfin, je sais pas, juste la scène en soi, c'est juste purement du beau cinéma, quoi. J'ai trouvé ça Mhm. vraiment fantastique. Mais le méchant est assez intéressant et super simple, en fait, quoi. Simple. Ouais, je le trouve super simple, en fait. Dans la définition, quand tu veux construire ce méchant-là, il veut un Ah oui, truc, il veut ah un oui, truc, il il a, obtient. il a une maladie qui déclenche, qui fait il veut un truc, et il fait tout pour l'avoir, et puis le seul moyen de le garder, cette chose-là, c'est le secret, le mensonge, tout ce qui font que le meurtre, le machin, le truc. Et c'est quelqu'un qui veut quelque chose de particulier, d'assez, du coup, assez glauque, mais, mais qui est prêt à tout, justement, comme tu disais, qui n'a pas de limite pour protéger ce qu'il aime, quoi. Oui, 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 oui. Bah, c'est sûr que de toute façon, euh, le, pour qu'un méchant soit vraiment intense, c'est faut qu'il fascine le spectateur et le héros, parce que en gros, de toute façon, voilà, pour qu'un méchant et un héros fonctionnent, il faut que les gens soit s'identifient, soit puissent, enfin, s'identifier au moins à la situation. Et justement, il faut que le méchant, un petit peu comme le charme des Gremlins, entre guillemets, on veut à tout prix être son meilleur pote, mais on veut à tout prix ne pas être dans la même pièce que lui, quoi. Ça veut dire que, en gros, il nous fascine, mais il nous terrifie en même temps. C'est-à-dire que qui n'a pas rêvé
de passer une soirée avec des gremlins à faire de la merde, sauf que qui n'a pas rêvé de faire, enfin qui n'a pas cauchemardé de se retrouver coincé avec des gremlins, quoi. Mm. C'est-à-dire que ils sont aussi fascinants qu'ils sont flippants au final, parce qu'ils sont tellement cons qu'ils n'ont aucune limite, quoi. C'est un autre Bah, facteur, ça. ce qui est génial avec des méchants comme les Gremlins ou du coup Chucky, qui directement Oui. ce qui me fait penser, c'est des mecs qui ont un truc qu'on peut leur envier à fond, c'est qu'ils s'éclatent à mort. Ils s'éclatent à fond, quoi. Ils ont une Oui. dose bah, d'éclate, quoi, de s'amuser qui est ouf, quoi. À ce point-là, et ils ont de la ressource, ils ont de l'imagination, de la créativité. Ouais, mais alors Chucky, justement, par rapport à ça, Chucky, c'est un petit peu un personnage extérieur. C'est que lui, il était tellement en dépression profonde, c'est que le mec, quand tu regardes Chucky, le tout premier, c'est quand même à la base, c'était un beau gosse. Un petit peu pour l'époque, c'était un beau gosse. Le mec, un tueur, un dealer, un machin. En gros, c'était plus ou moins un chef de gang. Tu sentais qu'il était ultra respecté. Ouais. Il avait au moins 3 gonzesses. Tu sentais que c'était le gros mafieux de base, et il se retrouve au bout de 5 minutes de film, coincé à vie dans une poupée pour gamine de 4 ans. Dès le début, le mec, il touche pas le fond, quoi. Il le creuse, il traverse le trou, et il le retraverse derrière, tu vois. Et donc, du coup, il franchit un cap. Tu sais, c'est vraiment le... ting, ok, c'est bon. De toute façon, ma vie ne peut pas être plus merdique qu'en ce moment. Je suis une poupée de 30 centimètres, je C'est vous là que vient emmerde. le mot ataraxie, quoi. Et à ce point-là, il n'y a Ah plus à oui, se oui, faire de ça passe. soucis, quoi. C'est tellement la merde que complètement libéré de toute préoccupation. Et Non, mais c'est parti. le mafieux italien qui se retrouve coincé dans une poupée de 30 centimètres rouquine, ah, le mec il bat de trip, hein. Tu vois, moi qui suis roux, ça passe. Hmm. Mais j'avoue que pour les autres, s'ils n'ont pas eu l'enfance pour s'y préparer, ils mangent. Ouais, non, ça fait. Il y a pas mal de trucs qui sont vraiment intéressants à dénoter là-dessus. Faut presque que je note pour en reparler une autre fois. C'est. Enfin, je peux t'en dire deux mots comme ça, Oui. mais on va peut-être pas en parler tout de suite parce que c'est un peu. C'est peut-être justement c'est trop profond, je pense. Tout le côté justement de existence. Euh, L'existence, on en parle dès le début comme ça avec cette histoire de héros. Oui. L'existence, comme il dit, de toute façon, Martin Luther King n'est à même à vivre que le jour où tu es prêt à mourir pour quelque chose, que tu es prêt le jour à vivre une aventure. Mhm, Et à vraiment vivre, ça veut vraiment dire vraiment exister, se sentir exister. mhm. Et là, en fait, voilà, c'est tout ce terme tourne autour des actions qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement par rapport à notre sensation d'exister sur Terre. Et là, Oui. justement, ce truc de le Joker ou Chucky, qu'est-ce qui se passe au niveau de leur conception quand ils sont- le jour où Ah bah ils ça c'est la question que tout le monde s'est posée, sont hein. passés dans ce domaine. Ah oui, mais Et qu'est-ce qui s'est au niveau de passé leur dans sa conception tête, quoi. d'existence, c'est vrai qu'ils ont un truc qu'on peut vachement leur envier en fait. Mais ce serait à définir, à décortiquer un petit peu, etc. Bon, c'est peut-être pas à faire aujourd'hui, mais Ah, s'il voilà. y a bien un personnage que j'envie pas dans les films, c'est bien Chucky, quoi, le pauvre, quoi. Quand tu vois la vie qu'il a, mais c'est abominable. C'est atroce parce que Chucky, tu sens que ça fait partie. Ça me rappelle un peu toi quand tu avais fait une partie des Sims où tu avais créé un personnage qui s'appelait, je ne sais plus quoi, il y avait couteau dedans. Euh, Manche couteau, ouais. Mange-couteau. C'est-à-dire que tu sentais ceux qui ont écrit Chucky, ils ont écrit une histoire où le héros, enfin l'anti-héros de l'histoire, il l'aimait pas. Mais il l'aimait pas à un point tel qu'ils lui ont dit, toi, ta vie, elle va pas être merdique. Elle va être érigée au sommet
du truc et ça va devenir une référence dans la vie merdique des méchants, tu vois. Parce que le mec, premier film, comme je l'ai dit, je vais pas répéter, au bout de 5 minutes, il se retrouve coincé dans une poupée avec des chaussures rouges brillantes, des taches de rousseur et un regard à la con avec un petit strabisme. Donc le mec déjà il mange. Deuxième chose, fin du film, au moment où il lance sa grande cérémonie pour pouvoir changer de corps et pouvoir redevenir humain enfin, il est arrêté en cours de route. Sauf qu'il est très très bien précisé Mhm. dans le scénario et c'est suivi dans tous les autres après. Que malheureusement, si une séance a été mise en place, alors le sujet hôte ne pourra pas être changé. Donc du coup, à partir de ce moment-là, il est obligé de suivre le même gamin tout le temps, parce qu'il n'y a que lui, il y a qu'avec lui que ça passera. Et plus ça va, plus il n'en peut plus. Parce que plus ça va, plus l'autre en face, il sait ce qui fonctionne. Il a plus peur. Il donne tout ce qu'il a en face, le gamin. À la fin, il a 25 ans et tout ça. L'autre, c'est à coup de shotgun qu'il y va dedans, quoi. Mais tu te dis, mais merde, pauvre Chucky, quoi, il y arrivera jamais. C'est Mais, abominable, quoi. mais à noter quand même, parce que tu me fais penser justement à ce personnage que j'avais créé, et puis notamment à la famille Cocksmoker, euh, c'est qu'en fait finalement, dessiner un personnage, créer un personnage qui a rien pour être heureux, qui a que des trucs bizarres et négatifs, d'après ce qu'on peut concevoir, Hein. il arrive quand même à trouver des plaisirs de vie, des bonheurs, des moments où il s'éclate, où il se marre, et c'est bien tout Tu veux l'important. qu'on rappelle quels étaient ces moments? Parce que ça peut être du lourd Mais, à regarder. je veux dire que c'est assez intéressant de voir que finalement, tu peux dessiner un personnage qui a rien pour lui, Mhm. mais prendre ces choses qui le caractéristiques comme étant des originalités, des choses qui le définissent lui et qui le différencient des autres et euh, qui peut apprendre à en être heureux de ces choses-là et qui peut finalement trouver à s'amuser et avoir un certain bonheur quoi. Mhm. Ouais, 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 ouais. Oui, le problème c'est qu'il y a toujours l'image de Chucky qui me reste. Tu vois, j'essaye Oui, de mais non, mettre mais ça dans pense au Gremlins. Le Gremlins, pense pas au fait qu'il est un Ah Gremlins. oui. Le Gremlins, s'il commençait à dire putain merde, je suis un Gremlins, quoi. Et puis il s'amuserait plus, il serait là, machin. Non, Bah ça donnerait Gizmo il quoi. il prend le côté. Gizmo, le mogwai le plus dépressif de la Terre. C'est clair. Je suis une bombe en puissance. Je Non, suis mignon, c'est pour ça qu'il ne me tue pas. il prend comme un don absolument sublime le fait d'être un Gremlins. Oui. Et il dit, et j'ai ce don-là, et je vais en faire le mieux que je peux. Et Gremlins, voilà, il s'éclate. Ah oui, oui, c'est pas faux. Ah oui, je suis obligé d'être d'accord avec ça. Ça c'est clair que les Gremlins, de base, si on peut les définir, ils s'éclatent. Ouais. Je pense pour qu'on se fasse, comment dire, là on est pas mal sur un format d'1 heure. Mhm, Euh, il nous reste un peu plus de 10 minutes mhm. pour être sur 1 heure. Je sais pas si du coup tu aurais une petite idée d'un truc sur lequel tu aurais envie de finir ce podcast. Très très bonne question. Là, je t'avoue que absolument pas, parce que c'est vrai que du coup, en 10 minutes, ça laisse le temps de se poser des questions, du coup. Euh, Alors là, j'avoue que tu me poses une colle. Je... je suis dans le regret de dire que je ne vois pas. Eh, ouf les yeux. Euh, Que et j'ouvre les bah, yeux, pourquoi? hein, Tu as dit ouvre les yeux. mais tu m'as dit je ne vois pas. Enfin bref. Hein. Allez, Merci. n'allons pas sur ce terrain. Non, 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 non. Oui, parce qu'on peut se lancer dans les blagues de merde. Non, J'ai dit on pouvait. on aurait pu. Mais on va pas le faire, ce serait classe. Euh, Ouais, non, en fait, on peut peut-être aussi s'arrêter là. Oui, voilà. Et puis, bah voilà, hein, on va remettre ça au prochain épisode avec un autre bon sujet, j'espère. Ouais, bah carrément, hein. Donc, bah, on espère de toute façon.
Merci à tous d'avoir écouté. Eh ben oui, parce qu'il faut être courageux, donc on vous remercie. Et on vous fait des gros 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 bisous à tous. Pareil, j'espère que tout va bien, tout ça, quoi. Allez, Tchou, je tchou. vais t'étonner de retrouver un nouvel épisode qui sort. Bisous Medwin et à bientôt. Salut Chine, à une prochaine.